Ce que je veux dire n'a rien de neuf. Il y a une défiance à l'égard de la presse qui ne fait que s'accroître au fil des ans. Alors la défiance à l'égard des médias existe depuis toujours. Il y a toujours eu des critiques des médias depuis que les journalistes et que la presse existent. Mais depuis que l'on fait des sondages voilà, en France, ça fait plus de 30 ans que la Croix fait un sondage chaque année pour mesurer la défiance à l'égard de la presse, ben on se rend compte que ça s'est largement accru ces dernières années. Et puis les Gilets jaunes ont été une illustration massive avec des journalistes qui se sont fait conspuer, qui ont été pris à partie. Je pense qu'on récolte en fait des choses qui ont été semées avec une forme de déconnexion du métier par rapport à la réalité de terrain. La défiance n'a rien de nouveau, mais avec le temps, voilà, les liens se sont défaits et la presse en fait fait partie de ces institutions qui, comme l'Église, comme la santé, comme l'école publique, comme l'État, en fait, il y a toujours une grande défiance, mais la presse, c'est assez stable, mais finalement, ça évolue comme ça. Donc, partir de ce premier constat, de dire, attention, on a quand même une société démocratique, et cette défiance-là, elle peut poser problème, mais il faut l'entendre pour essayer de mieux la comprendre, et donc, du coup, être à l'écoute aussi des publics. Je me suis intéressée au ressenti du public, c'est-à-dire que beaucoup disent la presse nous fatigue, ils racontent toujours les mêmes choses. C'est une profession qui est proche des élites, qui est très parisienne, il y a tout un tas d'idées reçues qui est propriété des grands actionnaires et des grandes entreprises, et qui ne sont pas des idées fausses, qui ne sont pas une réalité qui n'existe pas, mais toute la profession n'est pas à cette image-là. Et ensuite, il y a aussi un ressenti qui est, souvent les femmes d'ailleurs, de dire l'actualité est très négative, c'est très anxiogène. Et du coup, ils nous découragent, ils nous mettent dans une situation d'impuissance. Et il y a beaucoup de personnes qui coupent du coup de l'information. Et c'est vrai que l'intérêt pour l'actualité n'a jamais été aussi faible qu'aujourd'hui. Et ça, on l'observe vraiment dans le baromètre de la Croix effectué par Kantar. Dans l'histoire de la presse, longtemps, les médias ont fonctionné parce qu'il y avait la publicité, en fait, les petites annonces. Et au début des années 2000, il y a eu deux phénomènes concomitants. Il y a eu l'arrivée d'Internet et l'arrivée des journaux gratuits. Ce qui fait que ça a bousculé en fait, le secteur sur un principe économique et financier assez simple, parce qu'il y a nombre d'annonces qui sont parties sur Internet. Les contenus, on a dit il faut que ce soit libre d'accès, etc. Et donc du coup, la valeur de l'information a été un petit peu perdue. Et puis, alors pour moi, c'est une richesse de pouvoir prendre la parole sur Internet, mais pour beaucoup de journalistes, ça a été très déstabilisant de se rendre compte que le public qui d'ordinaire restait plutôt silencieux, à part à la radio ou dans les courriers des lecteurs, et ben là, il pouvait aussi s'exprimer et devenir média à son tour. Et donc, ce qui fait, là, Élise Lucet, dans notre film, nous dit, en fait, c'est devenu une grande cour de récré. Et maintenant, on ne sait plus en fait distinguer les sources d'information. Tout est mis à peu près au même niveau. Et si on ne sensibilise pas, si on ne fait pas l'éducation média, en fait, souvent, on subit aussi les réseaux sociaux, les nouveaux écrans, en fait, qui nous donnent des flux d'informations et tout arrive au même niveau. Et si on n'apprend pas ce que c'est que de la bonne information, à quoi ça ressemble, vérifier les sources, faire un travail en fait journalistique, après, ça devient très compliqué. Donc, en fait, il y a eu ces ruptures qui font que l'économie de la presse a été mise en danger. La technologie, en fait, a aussi provoqué des ruptures. Il a fallu s'adapter. Et donc, en permanence, voilà. Mais moi, ce qui me gênait dans la réflexion que j'ai menée, c'est que souvent, on disait c'est la crise de la presse, c'est la crise de la presse. Et tout de suite, on allait sur ces deux sujets de l'économie et de la technologie. Et à un moment, je me suis dit, mais il y a aussi des questions de fond, en fait. Quelles sont les lignes éditoriales? Qu'est-ce qu'on raconte? Est-ce que le contenu de ce qu'on fait intéresse encore? Parce que si on fait un bon travail, si on raconte des bonnes histoires, si on fait des bons reportages et si on fait bien notre métier, je suis sûre qu'il y a de l'intérêt et que les gens savent reconnaître ça. Le problème, c'est que comme il y a moins de moyens, on demande aux journalistes de faire du copier-coller de dépêches AFP, on leur demande de travailler vite, de tout faire. On parle de journalistes Shiva qui savent. Et on peut pas faire du bon travail dans ces conditions. Il y a des jeunes journalistes, quand le web est arrivé, on leur a dit de passer la journée derrière un écran, un peu comme des poulets en batterie, et à bâtonner comme ça des articles. Et donc, l'idée était de dire peut-être qu'il faut faire moins de contenu. Aujourd'hui, on sait que 2/3 de l'information, c'est Julia Cagé, l'économiste des médias qui le dit, est un copier-coller, soit de dépêche, etc. Et un scoop va très très vite. Donc il y a eu cette accélération du temps qui fait que, on veut tout savoir en temps réel, on peut tout commenter, on fait l'histoire. Et
ça pose problème, parce qu'on n'est pas fait pour accumuler autant d'informations de cette manière-là. Et les journalistes ne peuvent pas faire du bon travail dans ces conditions. Et donc, c'était une espèce de course au scoop, donc du coup à l'information aussi, parce que maintenant on sait étudier sur les moteurs de recherche ce que les gens recherchent, on peut aller sur un sujet parce qu'on sait que ça va faire du clic, mais en fait, c'est pas comme ça qu'on fait du bon travail. Donc, en fait, moi, je voulais surtout expliquer qu'il y a une partie de la profession qui souffre de ça. On peut pas dire les journalistes font mal leur métier sans s'intéresser à la fabrique médiatique telle qu'elle existe. Et en fait, il y a voilà, des choses à faire péter dans le système tel qu'il existe dans les rédactions et se dire maintenant, voilà, où va-t-on? Et sur ce côté anxiogène de l'information, il y a aussi des choses à faire. Donc, j'ai essayé en fait de dessiner des pistes dans mon enquête et je suis sortie de la France, de l'Hexagone, pour aller voir aussi ce qui se faisait à l'étranger et pour essayer de me dire, il y a des formules qui fonctionnent. Il y en a quelques-unes qu'on applique déjà dans notre pays, mais qui pourraient être inspirantes. Je suis revenue en fait sur la réalité du métier journaliste pour dire, en fait, les journalistes, quand ils n'arrivent pas à faire bien leur travail, c'est aussi qu'ils souffrent du système tel qu'il existe dans les médias aujourd'hui. Et il y a de nombreux journalistes, soit qui raccrochent, qui disent j'arrête le métier. Il y a eu une très belle enquête faite cet été là-dessus par une journaliste de Vice. Et en fait, j'essaye de montrer qu'on peut faire du bon journalisme, mais qu'il faut à la fois que le public sorte de ses idées reçues sur la profession et que les journalistes fassent peut-être un mea culpa pour certains, mais qu'ils fassent aussi beaucoup de pédagogie autour de leur métier, de leur profession, à expliquer ce qu'est le journalisme, pourquoi c'est important de défendre cette profession, et qu'après, on engage le discours et qu'on montre en fait les chemins possibles. La première chose, c'est dans le métier, revenir aux fondamentaux d'une bonne investigation qui recoupe ses sources, qui a du temps d'aller voir le terrain, qui a le temps de faire son travail tel qu'on doit le faire. Et ça, le temps, c'est précieux. Et donc, quand on a envie de changer la donne, il faut s'accorder du temps pour aller en profondeur, pour aller voir du détail, pour aller recouper l'information. Et ça, pour moi, c'est la première étape. Ensuite, c'est peut-être toujours se tenir au courant et se former sur les outils qui existent. Par exemple, moi j'ai un hobby, mais je ne me suis pas formée, mais je pense que j'y viendrai un jour, sur le data journalisme en fait. L'accès aux données publiques permet aujourd'hui d'avoir une grille de lecture et de raconter des histoires à partir de l'information statistique dont on dispose. Et donc il y a des journalistes qui se sont spécialisés dans le data journalisme, c'est-à-dire que là, ils travaillent avec des data analystes, avec des designers graphiques, et on peut faire des infographies dynamiques, on peut raconter des histoires et dévoiler une réalité qu'on ne pouvait pas dévoiler de la même manière auparavant à partir de ces données. Et ça, c'est un apport assez fondamental pour le journalisme. David Dufresne est l'un de ceux qui a fait un plus gros travail, par exemple sur les violences policières l'an dernier. Il a travaillé avec Widoo Data et Mediapart pour détailler ce qui s'était passé en France. C'était le premier, il a tenu bon, il l'a montré, et en fait, il a su aussi être à l'écoute du public qui faisait remonter cette information. Et donc de dire, voilà, mon métier est de dévoiler cette réalité, et avec ces statistiques, on montre en fait réellement ce qu'il s'est passé, et on lui donne vie en fait. Donc ça, c'était assez important pour moi. Face à cette anxiété que les gens ressentent vis-à-vis de l'information, de l'avalanche de mauvaises nouvelles, je pense qu'on ne peut pas laisser l'audience au dépourvu et qu'en trop longtemps, on a considéré que le bon journalisme était le journalisme qui mettait la plume dans la plaie, comme le veut la formule d'Albert Londres. Et moi, je prolonge toujours cette phrase en disant oui, mais il faut aussi parler de ceux et de celles qui pensent cette plaie avec un A, c'est-à-dire qui soignent et qui se penchent sur ce problème. Et donc, considérer que le métier de journaliste est juste de dévoiler ce qui ne fonctionne pas, c'est en fait ne dévoiler qu'une partie de la réalité. Or, il faut regarder le revers de la médaille et se dire, une fois que j'ai dit ça, je prolonge mon investigation pour montrer quelles sont les options, qu'est-ce qui a été développé pour répondre à cette problématique. Et donc, c'est ce qu'on appelle, on ne devrait pas l'appeler comme ça, mais journalisme de solution, journalisme constructif.
Pour moi, ce serait juste un bon journalisme, c'est-à-dire juste prolonger l'enquête en disant, face à cette problématique, certaines personnes ont essayé de faire ça, ça a marché, ça n'a pas marché, voilà pourquoi. À d'autres endroits sur la planète, on a pu y répondre de cette manière-là. Est-ce que c'est réplicable chez nous? Enfin, faire une enquête qui va essayer d'aller creuser des possibles déjà existants, faire un peu de prospective, être vigilant. Ça n'empêche pas d'être critique, mais on continue à investiguer sur la problématique différemment. Et du coup, souvent, ce type de choses que l'on révèle permet aussi au lecteur, à l'auditeur, au téléspectateur de se rendre compte qu'on peut faire quelque chose, qu'il est possible d'agir, etc. Mais voilà, c'est pas de la complaisance, c'est pas de la communication, c'est du journalisme tel qu'on peut le faire. C'est pas la mise en avant de héros, c'est pas la mise en avant d'informations positives. Ça c'est pas forcément ce qui nous fait du bien, mais c'est comprendre les logiques, le complexe. Un dernier élément, c'est que les médias doivent devenir aujourd'hui des lieux de conversation. Le média, en fait, médiateur, qui est vraiment à l'écoute. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec le confinement, en tout cas en France, il y a une sorte de journalisme serviciel qui s'est développé. On s'est rendu compte que les gens avaient besoin d'échanger, qu'ils avaient des vécus différents, qu'il fallait absolument nourrir ça. Le Monde, pour le coup, a bien fait ça en divisant ses rédactions et en se disant, voilà, il y a les journaux de confinement, mais il y a aussi tout ce qu'on peut proposer au public. Et se rendre compte qu'il y a des vrais besoins là-dessus. Qu'un journaliste qui écoute ça, qu'une rédaction qui prend cette matière et qui essaye d'y répondre, c'est aussi quelqu'un qui est au service d'eux. Et je pense que plus que jamais dans la société d'aujourd'hui, on a besoin de retrouver des médias médiateurs de cette manière-là qui permettent d'organiser le débat public. Trop souvent, on voit le journalisme comme un espace qui va mettre de l'huile sur le feu, qui va attiser les polémiques, qui va... Et ça, je crois que les gens en ont ras-le-bol. Moi, je peux plus regarder les émissions politiques à la télé. Je trouve que c'est qu'une guerre de petites phrases, de petits tweets. Ça fait pas avancer le schmilblick. Et il y a eu des tentatives qui montrent que quand un média fait bien son travail, prend un problème de société, essaye de mettre tous les acteurs autour de la table, de montrer les points de vue et de dépasser les clivages pour montrer justement qu'il y a des options différentes, peut-être ailleurs, etc., le public lit différemment les choses et au lieu de s'écharper sur je suis pour, je suis contre, va essayer d'envisager autrement la problématique et d'en discuter en fait de manière... voilà, on va élever la hauteur du débat. Et je suis pour cette approche-là du journalisme aujourd'hui. Faire passer en avant, en premier, le contenu, les problématiques, la ligne éditoriale, réaffirmer des valeurs, ce que font plusieurs médias à l'étranger. Moi, je pense un de mes modèles, c'est un peu le Guardian, avec Catherine Wiener, la rédactrice en chef, qui a affirmé des valeurs, qui a repris tout l'historique du journal et qui a dit à un moment, mais le monde a changé, on a eu le Brexit, on a l'élection de Trump, on a Bolsonaro, et nous, on fait quoi en tant que journaliste? En fait, il faut qu'on réaffirme des choses, qu'on mette en avant les problématiques du changement climatique, qu'on change le vocabulaire avec lequel on en parle, et que on prenne position, et au moins c'est honnête. C'est de l'engagement, mais pas militant. On affirme une position, mais on s'engage à tenir cette position, on s'engage à tenir conversation. Ça veut dire beaucoup de choses pour moi, ce terme d'engagement. Celle qu'on cite le plus en France, c'est celle de Nice Matin, qui a voulu dépasser au niveau de la cellule web du journal les clivages qu'ils observaient et regagner des abonnés. Et donc ils ont développé toute une partie plus constructive de l'information et ça fonctionne bien. Ils ont multiplié par 3 le nombre d'abonnés en quelques années. À l'étranger, il y a tout ce que porte le Solution Journalism Network, en accompagnant les rédactions, en formant les journalistes. Ça leur permet de faire des enquêtes qui sont beaucoup plus complètes. Il y a ce qu'on essaye de faire avec le collectif Disclose aussi, des grosses enquêtes d'investigation sur le terrain avec des journalistes indépendants et à chaque fois dire, voilà, donc on a dénoncé les violences sexuelles dans le sport, on a dénoncé les ventes d'armes de la France à l'Arabie Saoudite, et là on a fait d'autres enquêtes sur la déforestation en Amazonie, et on se rend compte que les gens sont prêts à payer pour notre travail, et en plus les ONG s'emparent de nos enquêtes pour aller mieux défendre. Mais ça peut être d'autres acteurs de la société civile, mais l'idée est de dire on ne va pas en rester à dénoncer la situation, on va accompagner le mouvement pour essayer que ce qu'on dénonce s'arrête. Donc c'est une forme d'engagement, mais qui est pour moi en défense du bien commun.
Une fois que la profession réaffirme ça, se positionne, travaille sur elle, il y a une part du travail qui reste à faire, qui est celle de la sensibilisation du grand public. Et pour moi, dans mon enquête, j'ai juste réalisé quelque chose, c'est que j'ai utilisé cette comparaison parce qu'elle me paraissait utile, c'était faire une comparaison entre notre consommation d'informations et notre consommation alimentaire. Et dire, il y a 30 ans, on s'est rendu compte qu'on mangeait mal, qu'il y avait de l'obésité, de l'anorexie, de la malbouffe. Et bien sur l'information, c'est pareil. Depuis 2015-2016, on se rend compte qu'il y a des personnes qui sont infobèses, qui consomment énormément d'informations, mais ça les nourrit pas forcément. Il y a des personnes qui coupent tout, donc je les ai appelées les médias anorexiques. Et puis, il y a la crise de foi, c'est-à-dire qu'on consomme de l'information, mais on ne croit pas ce qu'on lit, on ne croit pas ce qu'on voit ou ce qu'on écoute. Et donc, pareil, il y a un malaise dans cette consommation d'informations. Et je pense qu'on est au début de cette prise de conscience, parce que les gens se rendent bien compte qu'il y a des flux qu'ils ne peuvent pas assimiler, que ce soit des médias sociaux, leurs collègues, etc., ou leurs amis et leurs proches. Mais du coup, pour entamer notre mue, il faut qu'on fasse tout un travail sur la relation de confiance. Et donc, comme on l'a fait sur la nourriture, de dire attention à ce que vous mettez dans votre assiette, retissez des liens de confiance entre consommateurs et producteurs, bah, sur l'information, c'est pareil. Donc les producteurs d'information, les journalistes, on se travaille à faire, mais nous, consommateurs d'information, c'est à nous aussi d'être vigilants, de mettre peut-être un peu de côté nos idées reçues, notre rejet massif des médias, en disant bah, peut-être que je peux picorer dans des sources d'informations que je ne connais pas, ou dans un média mainstream que j'ai l'habitude de critiquer, me rendre compte qu'il y a quand même des bons journalistes ou des bonnes émissions qui font bien leur métier, ne pas hésiter à leur adresser la parole plutôt que d'être dans le rejet, leur poser des questions, essayer d'avoir une conversation saine. Enfin, c'est tout ce que voilà, j'appelle le mieux s'informer, mais qui est un long chemin, peut-être qu'il va nous falloir 30 ans pour y arriver, mais qui est de dire, voilà, dans une relation, quand ça ne va pas, bah, il faut faire des efforts des deux côtés. Mais j'y crois, je pense qu'en fait, c'est tellement important que parfois, il suffit juste de répondre aux peurs et aux interrogations, et après de dire, mais voilà, il y a des solutions. La semaine dernière, j'ai dessiné en fait la carte de mon paysage médiatique français en me disant, bah, moi, je vais vous le représenter comme ça, c'est comme ça que je le vois, mais vous devriez vous aussi dessiner votre carte et vous rendre compte que vous pouvez sortir la tête de l'eau du flot des médias tel qu'il existe et tel que vous le représentez. Enfin, il y a plein de choses à faire, donc voilà, et ça va prendre du temps. Je ne suis pas une idéaliste, la rêveuse, mais je pense qu'on peut sérieusement le faire et bien s'en emparer. Un auteur qui a beaucoup participé dans mon enquête à ma compréhension des problématiques, c'est Yves Citon, qui est professeur de littérature, de géographie aussi, je crois, et il est à Paris 13. Et en fait, il a écrit des ouvrages sur notre capacité d'attention, sur l'écologie de l'attention. Il a écrit un ouvrage qui s'appelle Médiarchie. Là, il vient d'en écrire un sur les questions d'effondrement. Et je me retrouve complètement dans sa pensée. C'est un chercheur, donc c'est vraiment des ouvrages assez fondamentaux en termes de recherche, d'exigence. Mais c'est surtout qui m'a permis de comprendre notre rapport aux médias, mais intrinsèquement. Je comprenais pas pourquoi j'avais cette passion et pour les médias et l'écologie, et de me dire il y a quelque chose qui fonctionne pas, et c'était très intuitif. D'où cette enquête et cette envie d'aller creuser. Ça m'a pris 5 ans. Et en lisant Yves Citon, j'ai compris pourquoi, à me rendre compte qu'en fait, il fallait aussi travailler sur l'écologie des médias et qu'on ne pouvait pas bien traiter d'écologie dans notre fabrique médiatique telle qu'elle existait si on ne travaillait pas sur le fonctionnement même des médias. Et donc ça a été très éclairant, mais voilà, il a une capacité à regarder la société, à être dans les sujets qui sont dans l'air du temps, mais avec une exigence intellectuelle qui fait que voilà, ça éclaircit beaucoup de pans parfois qui sont laissés un peu, qui restent un peu obscurs. Et donc Yves Citon, je le recommande chaudement, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup.